Salam alaikum Azul, bonsoir. Tous les acteurs politiques algériens sont entrés en catalepsie. Silence, radio, on ne les entend plus, comme s'ils n'existaient pas. Les seuls qui s'agitent et s'égosillent sont les chefs du RND et du FLN. Et là, non seulement ils emplissent les espaces jusqu'à les déborder, jusqu'à les saturer, mais ils sont quasiment les seuls à jouir d'une grosse couverture médiatique par une presse qui s'est faite leur porte-voix. Dans le même temps qu'elle occulte totalement les déclarations et les prises de position de l'opposition, et même celles de toute la société civile, ou du moins de celles qui cherchent vraiment et vainement à s'impliquer. Mais une nouvelle ambiance s'est installée au cœur du régime, à couper au couteau. C'est très visiblement panique à bord et navigation à vue. Mais il y a autre chose aussi, qui n'est pas sans rappeler les derniers jours de Kadhafi. Oui, les mêmes travers, la même fuite en avant, la même suffisance, les mêmes mensonges, les mêmes rengorgements, les mêmes menaces à peine voilées de plonger le pays dans l'horreur si la société s'avisait de contester la même mise du régime. Les mêmes manipulations qui agitent les mêmes épouvantails du complot, de la main étrangère, du harkisme et j'en passe. Les mêmes professions de foi d'un régime qui s'érige en la seule alternative possible et qui va jusqu'à s'approprier la légitimité révolutionnaire de la libération, dont il s'intronise seul légataire et seul héritier. Et les seuls qui ne voient pas qu'ils sont dans les mêmes postures que Kadhafi, la harangue et la verve en moins, sont ces deux voix du régime qui occupent l'espace et qui n'en finissent plus de forcer les dernières réserves d'une société qui ne bouge pas parce qu'elle craint de retomber dans l'indicible violence qu'elle a déjà subie. Ould Abbas ne craint ni le ridicule, ni de se compromettre pour les siècles des siècles, lorsque toute honte bue, il ose promettre que le futur président sera du FLN. Ou Yahya qui se flatte et s'honore de faire partie d'un carteron. Il a dit lui-même, nous sommes un carteron de partenaires politiques. Et qui se flatte et s'honore de ne compter dans les rangs de sa formation, le RND, de sa formation politique, que 200 élus qui ont été poursuivis en justice pour malversations diverses. Il l'a dit, nous n'avons eu que 200 élus qui ont été poursuivis en justice. Et je passe sur le reste. Déclaration hallucinante qui insulte toutes les règles de la bienséance politique. Écart de langage indigne de diplomate digne de ce nom. Mensonge éhonté sur l'état de santé du président, dont personne n'ignore qu'il est totalement déconnecté de toute réalité. Connivence contre nature du patronat et du principal syndicat des travailleurs du pays, débâcle total d'un système de rente qui n'a plus les moyens de ses méthodes, université prise en otage par des maquignons politiques qui n'ont d'universitaire que le nom, grave pandémie de la chitalose. En somme, une fuite éperdue en avant, un peu comme pour illustrer par les faits cette fameuse sentence de Qaïd Ahmed Rabbi Rahmou, quand il a dit « Nous étions au bord du précipice et maintenant, grâce à Dieu, nous avons fait un pas en avant. » Mais ce qui fait le plus peur est que ce régime a peur. Et c'est cela qui le rend très dangereux. Jamais il n'a eu aussi peur
de perdre le pouvoir que cette fois-ci. Encore plus qu'en 1991, parce que cette fois-ci, il est divisé, déchiré, et pire que tout, pour sa propre pérennité, il n'a plus les moyens de payer les foules de mercenaires qui le protègent et qui acceptent tout de lui pourvu qu'il continue de les sustenter. Cette fois-ci, il n'est plus en mesure de battre le rappel de toutes ses troupes, de tous ses nervis, de ses islamistes de service, de ses trotskistes, de ses syndicalistes, de ses tribus, de ses imams, de ses zaouïas, de ses patriotes aradessous, de ses intellectuels boustifailleurs et d'une façon générale de tous ceux qui se goinfraient à son râtelier. Il n'a plus les moyens d'entretenir toutes ces clientèles et celles-ci ne le soutiendront pas pour ses beaux yeux, encore moins sur de vagues promesses. De leur côté, les protecteurs occidentaux ne veulent plus de mauvaises surprises. Ils savent maintenant que si le pays entre dans l'inconnu, ce sera la certitude d'un tsunami migratoire. Et cela semble être devenu la première préoccupation de ceux-là même qui ont imposé un 4e mandat aux généraux. Et c'est ainsi, pendant que messieurs Yahya et Ould Abbas occupent l'essentiel de l'expression politique, toute d'outrance et d'effet de manche, les lendemains deviennent de plus en plus incertains et ce n'est ni la fausse désinvolture de Ould Abbas, ni les circonvolutions verbales de Yahya, ni encore moins la tonitruance bouafassiste de Haddad qui vont rassurer les Algériens. Aujourd'hui. TSA, que cache l'étalage des divergences entre Yahya et Ould Abbas par Achira Mameri. L'expression Ould Abbas évoque la présidentielle de 2019. Le futur président sera issu du FLN par Nadia Benakli. Liberté, il se démarque du secrétaire général du RND au sujet de Chakib Khelil. Ould Abbas à Yahya d'assumer ses propos par Mohamed Mouloudj. Algérie, pagaille dans le sérail, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Fethi Bendali, président de Jil Jadid Europe. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les amis et spectateurs. Merci. Au téléphone, nous aurons Ali Benouari, homme politique algérien, président de Nida Al-Watan, ex-ministre, et Montassar Oubatron, journaliste et chercheur en histoire, qui seront avec nous au téléphone. Fethi Bendali, d'abord, je crois que vous vouliez signaler une histoire au sujet du livre du président de votre parti qui devait être exposé au SILA. Tout à fait. Je voudrais faire juste une parenthèse pour montrer encore une fois l'état de droit et la démocratie dans laquelle baigne l'Algérie. On a appris fort malheureusement que l'ouvrage de Sofiane Djilali, son dernier ouvrage qui a quelques mois maintenant, qui avait souhaité le proposer aux citoyens algériens en accès direct via l'occasion du salon du livre, a été purement et simplement interdit. On peut se poser toutes ces questions. Pourquoi ? Alors, on peut se poser justement ces questions-là. La seule qu'on pourrait trouver légitimement, ça serait un refus d'offrir aux citoyens et aux lecteurs algériens une analyse, une autre vue, une autre possibilité de s'acquérir de la culture et de la philosophie et aussi d'une lecture de la société algérienne. Parce qu'à juste titre, si vous le permettez... Oui, vous pouvez le montrer à la caméra en attendant qu'il apparaisse sur l'écran. Le livre s'intitule « La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances ». Montrez-le comme ça, voilà, très bien. On va zoomer sur... Voilà, qui illustre modestement et humblement une analyse faite de la société algérienne avec des pistes et des sujets. J'ai commencé à le lire, M. Sofiane Djilali me l'a envoyé, j'ai commencé à le lire. Personnellement, j'ai été bluffé. C'est très bien écrit d'abord, et puis il va en profondeur
C'est une lecture, une analyse, j'allais dire presque khaldunienne. De toute façon, nous allons recevoir Soufiane Gileli pour en parler, mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié le peu que j'ai déjà lu de ce livre et j'espère que nous pourrons en parler plus. Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse interdire des gens qui se disent un état de droit et qui interdisent un livre d'un homme politique président de parti. C'est incroyable. Il y a un mot qui qualifie ce geste-là, c'est une censure, tout simplement. Oui, oui, et la censure est inadmissible dans un état de droit. Voilà. Eh ben, très bien. Alors, nous allons en parler à Al-Maghribia très longuement. Nous allons le recevoir. Cela dit, lui offrir une tribune pour parler de son livre. Le livre reste disponible via Amazon pour ceux qui nous écoutent à l'étranger. Donc, on se fera un plaisir de leur fournir l'ouvrage. Oui. Et il est aussi disponible dans certains points en Algérie pour les amis et frères d'Algérie. Vous voulez redire le titre de l'ouvrage? L'ouvrage s'intitule « La société algérienne, choc de la modernité et crise des valeurs et des croyances ». Très bien. Alors, merci à vous. Au sujet de ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment la pagaille, hein, c'est la pagaille dans le sérail. On ne sait plus à quoi s'en tenir, ils se tirent dans les pattes les uns des autres. Le DRS qui semble revenir alors qu'il a été dissous, où TSA nous met en plein titre, en plein pot, le DRS s'alarme des dires et des dires de M. Ouyahicha du gouvernement. La DSI demande une enquête et demande un rapport des experts économiques de la présidence sur les activités du Premier ministre. C'est complètement aberrant, absurde, on n'y comprend plus rien. Écoutez, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est, enfin, on avait pas mal évoqué il y a quelques années avec humour le carnaval Fête d'Achra, mais malheureusement ce carnaval continue et vous avez cité à juste titre ces exemples. Ça démontre encore une fois, s'il fallait des preuves encore plus concrètes, que rien ne va plus et qu'à la tête de ce système, dans sa globalité, les choses sont d'une cacophonie incroyable où les uns contredisent les autres. Pendant ce temps, les vrais soucis des Algériens et la machine Algérie est en panne par ces institutions. Je vous donne un exemple. On est à quelques semaines ou quelques jours des élections locales. Oui. Est-ce qu'on en parle? Non. Est-ce qu'on donne la tribune à des forces vives et des citoyens élus ou pas? On ne sait même pas ce qui se passe. Voilà. Donc, même la presse n'en parle pas. Vous voyez bien que la priorité des uns n'est pas celle des autres. Et amuser à la galerie avec des petits mots, des phrases et des faits et gestes. Mais ce que je ne comprends pas, Fatih Ben Dali, personnellement, je ne comprends pas. J'avoue mon incompréhension. D'habitude, les appareils, les clans, les appels comme on veut qui sont au sein du régime, se sont toujours tirés dans les pattes. Hein. C'est une question d'égo, une question d'intérêt, qui prendra la part du lion. Mais ça s'est toujours fait dans les coulisses. Or, cette fois-ci, ça descend dans la rue. Quand TSA, le plus grand journal, qu'on le veuille ou non, qui est en ce moment censuré par le régime puisqu'il n'est plus capté en Algérie, on arrive à titrer que le DRS s'alarme des dires du chef du gouvernement, que la DSI, Direction de la Sûreté Intérieure, qui relève de la présidence pourtant, a demandé une enquête aux experts économiques de la présidence. C'est complètement hallucinant. Pourquoi ça descend dans la rue? Pourquoi c'est... Tout simplement parce que s'il y a des divergences à la tête de l'État sur une politique, au sens noble de la chose, s'il y avait des divergences ou des options différentes d'une politique qu'on voudrait impulser au pays, sur des bases cartésiennes, sur des bases solides, il y a des lieux où ça se pratique. Ça s'appelle un Parlement. Absolument. Ça s'appelle un Sénat. Ça s'appelle, même au niveau local et régional, ces choses-là qui sont supposées faire leur boulot et faire le travail qui est le leur, c'est-à-dire des contradictions, des options, des inflexions sur une politique ou une autre, oui, et des propositions, ne feront pas leur travail. Comment voulez-vous qu'après, qu'un chef du gouvernement qui se retrouve remis pour une énième fois à ce poste avec des ministres qui sont là pour meubler la galerie aussi, encore une fois, ne fasse pas et n'ait pas la liberté de dire et de faire ce qu'il a envie de dire sans qu'il y ait un contre-pouvoir
au sens institutionnel du terme, sans qu'il y ait un échange. Voilà. Donc, à partir du moment où les institutions du pays ne marchent pas comme ça devrait ça marcher, descend donc dans la rue. Le ça reste, sort du cadre. rien n'est étonnant et ça va de pire en pire, j'allais dire, parce que il y a une expression de Folla qui me revient à la mémoire, on coule, et quand on arrive au fond, on creuse pour continuer encore d'aller plus au fond. Nous n'arrivons pas à joindre Montassar au Batron, c'est réellement impossible, mais nous avons eu la chance de pouvoir joindre Zouaimia Al-Arbi qui sera avec nous en Skype. J'accueille à présent Ali Benouari. Merci d'être avec nous, Ali Benouari. Bonsoir Sidi Jamel, bonsoir amis téléspectateurs. Bonsoir. Alors, vous savez, Ali Benouari, quand ça a commencé à éclater de partout, je vous assure que j'ai pensé à vous, au point où j'ai pensé vous appeler personnellement pour vous demander votre avis sur ces histoires, je ne sais même pas comment les qualifier. Tout particulièrement cette fameuse déclaration de Msahel, le ministre des Affaires étrangères, de cette dégradation des mœurs politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali Benouari? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Un mot d'abord à propos du livre de Sofiane Djilali, que j'ai eu le bonheur de lire. J'exprime toute ma sympathie à Sofiane Djilali et recommande vivement la lecture de son livre aux Algériens, parce que c'est une véritable analyse de fond de l'état de la société algérienne et des moyens de sortie de crise. Bien sûr, c'est de la censure, comme dit Fethi Bendali, que je salue. C'est une censure bête et méchante. Et peut-être que c'est la meilleure publicité qui est faite ainsi au livre. Maintenant, pour revenir à votre question, à la cacophonie qui règne au sommet de l'État, je serais tenté de dire qu'il n'y a rien de nouveau. Mais ça s'aggrave. Ça s'aggrave sérieusement avec la maladie du président. Et à mon avis, c'est le meilleur signe que la santé du président s'aggrave, parce que tout de même, le premier concerné par tout ça, le premier qui a le devoir de mettre fin à cette cacophonie, c'est le président de la République. Or, les choses s'aggravent, on a l'impression qu'il n'y a plus d'État, aucune institution ne fonctionne normalement, aucune, et le président ne dit rien. Alors, parmi les signes de cette cacophonie, le rappel d'Ahmed Yahya, déjà, qui a été désavoué plusieurs fois pour ses échecs répétés. Il a été rappelé. La durée de vie et la reconduction du personnel politique de manière systématique depuis 1999, un personnel qui avoue avoir échoué sur tous les plans, comme Yahya et Sellel. Encore un signe, la déclaration de Yahya concernant l'incapacité de l'État à payer les salaires du mois de novembre. On n'a jamais vu dans aucun pays, on n'a jamais vu un Premier ministre faire une telle déclaration. Et je rappelle que vous avez été ministre du Trésor. C'est dire que vous savez de quoi vous parlez. Je pense, oui. Il déclare que l'État est en faillite. Si on ne fabrique pas des billets à grande échelle, c'est criminel. J'hésite entre une médiocrité sans nom et le terme de criminel, parce que à ce niveau de responsabilité, affoler les gens en leur disant pratiquement retirez votre argent des banques parce qu'il n'y en a plus, c'est incroyable. Cet homme est un fou dangereux. Autant que, ou peut-être un peu moins, ou un peu plus, certainement un peu plus que ce bougre de Msahel, et que je connais aussi, que j'ai la chance de connaître quelques-uns d'entre eux. La sortie de Msahel, puisque vous me posez la question, c'est de l'antidiplomatie caractérisée. Pourquoi? La question que tout le monde se pose, mais pourquoi le chef de l'État, qui est lui-même un diplomate de carrière, qui fut, dit-on, un brillant ministre des Affaires étrangères, ne le rappelle pas à l'ordre? Il est en train de détruire ce que Boumediene et Bouteflika eux-mêmes ont mis longtemps à construire, c'est-à-dire une crédibilité internationale, africaine et maghrébine en particulier. Sa déclaration est une déclaration criminelle et elle appelle évidemment la réaction la plus vive de toute la classe politique, en fait, de tous les Algériens jaloux de leur pays et soucieux de défendre l'honneur de leur pays. En tout cas, Yahya, à ce sujet, a dit à la radio Chaîne 3
Il semble que ça ait déplu à nos voisins marocains. Tant pis pour eux ou tant mieux pour eux, nous, ce n'est pas notre problème. Réponse lapidaire, si tant est que c'est une réponse. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et à ceux qui vous regardent, je le rappelle que Ouihia a été également diplomate. Mettez les guillemets si vous voulez, moi j'en mettrai volontiers, mais en tout cas, il se flatte de connaître, la diplomatie algérienne. Il se flatte d'avoir été l'artisan des accords de paix entre Touaregs et Maliens. Et c'est invraisemblable. Mais j'aimerais dire au sujet de la diplomatie algérienne qui est restée chaudement à l'abri des turbulences qui ont touché notre pays ces dernières années, puisque autant on parle de politique et d'économie, autant peu d'Algériens parlent de diplomatie. Parlons donc de cette diplomatie algérienne. Ils l'auront mérité. Alors, une diplomatie, oui. Alors, je dirais que la diplomatie est à juger sur 3 critères. Premièrement, elle rehausse le prestige, elle est destinée à rehausser le prestige international du pays. Deuxièmement, à renforcer son potentiel économique, culturel et ses capacités militaires. Et troisièmement, à tisser des alliances qui nous protègent contre une agression étrangère. Si Jamal, examinons un à un ces 3 points. Premièrement, le prestige. Notre diplomatie est à l'égal du prestige de notre pays qui n'a jamais été aussi bas. Tout le monde le constate. Deuxièmement, le potentiel économique. Est-ce que notre diplomatie a aidé à défendre ou à augmenter notre potentiel économique et culturel? On constate qu'ils sont dans un état insignifiant aujourd'hui, contrairement à ceux de nos voisins. Troisièmement, nos alliances. Notre diplomatie a-t-elle servi à tisser des alliances internationales? Quels sont les alliés de notre pays? J'interpelle directement nos diplomates. Messieurs qui coûtaient si cher à l'État algérien, à la nation, à la société algérienne, qu'avez-vous fait? Dites-nous qui sont nos alliés? La France? Les États-Unis? Qui piétinent le monde arabe, le monde musulman, qui le détruisent petit à petit? La France qui est l'allié des Américains? L'Europe qui est l'allié des Américains, qui a contribué à détruire l'Europe, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen, etc. Le monde arabe, nos diplomates ont-ils aidé l'Algérie, notre pays, à tisser de bonnes relations avec le monde arabe? Regardez donc où se trouve l'état des relations de notre pays avec les pays arabes. L'Afrique, et là on arrive au Maroc. Qu'a-t-on fait de l'héritage de Boumedienne? Qu'a-t-on fait du prestige de l'Algérie auprès des pays africains? L'Algérie qui a aidé la plupart des mouvements de libération africains. L'Algérie qui se flattait d'avoir des liens personnels avec la plupart des dirigeants africains qui ont, comme Mandela et comme tant d'autres, séjourné à Alger, qui ont été instruits de la révolution algérienne, qui ont été aidés matériellement. Restez avec nous, Ali Benouali, je reviens à vous dans un instant, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, quand vous parlez d'alliance, ne serait-ce que régionale. M. Msahel, dans sa dernière sortie, a liquidé la moindre possibilité de garder le moindre ami, puisqu'il a dit en Afrique du Nord, il a accusé la Libye de ne rien faire, la Tunisie d'être dans la pagaille la plus extrême, l'Égypte de vivre avec des emprunts et du FMI et des aides financières, le Maroc d'être le pays du kiff, etc. Ça veut dire même les voisins, il ne les a pas épargnés. Je reviens à vous tout à l'heure. Zouaimi Al-Arbi, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous depuis les USA en Skype. Alors, Zouaimi Al-Arbi, j'aimerais d'abord aller vers une question en particulier. Quand M. Ouihia se substitue à la justice et il dit que Chakib Khalil a été victime d'une injustice. Le problème est que tout le monde sait que Chakib Khalil, c'est Tawfiq qui l'a démasqué, Tawfiq du DRS. Moi, je n'ai aucune sympathie à l'endroit de M. Tawfiq, mais c'est lui qui l'a démasqué, qui l'a fait passer en justice, qui a fait lancer contre lui un mandat d'arrêt publiquement, qui a poussé le procureur général à faire une déclaration publique sur ce qui lui est reproché. Mais à l'époque, Ouihia était aux affaires.
Il était même dans le clan de ce même Tawfiq. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils viennent nous dire non, non, Chakib Khalil a été victime d'une injustice? Moi, je pense qu'il y a un proverbe chinois. J'ai déjà répondu à cette question dans l'émission Al Hadith en langue arabe. Il y a un proverbe chinois qui dit il ne peut pas pleuvoir chez mon voisin sans que j'ai les pieds mouillés. À peu près, c'est cette structuration de la phrase, il me semble. Et ça évolue actuellement en doublure, en deux boutiques peut-être. Il se peut que l'effet du rapport DRS qui est déjà le rapport DRS contre Ouyahia, qui est déjà une actualité, même s'il y a certains cercles journalistiques qui ont contribué. Mais on peut dire qu'il y a quelque chose qui est contre Ouyahia, que ce soit au niveau du FLN, mais il y a quelque chose qui est contre Ouyahia. Donc c'est un repositionnement tout simplement pour consolider dans la Chita une alliance. Donc ça se peut, c'est cette équation-là. Parce que Ouyahia, il est hybride, n'oublie pas. Premièrement, il fait feu de tout bois, donc il peut s'allier avec n'importe lequel dans des positions de faiblesse. Certainement, comme actuellement, il y a cette tendance Chakib. Cette tendance Chakib, non pas pour le nommer en tant que ministre, il faut bien préciser, mais cette tendance théorie Chakib à peu près vers l'entreprise, vers je ne sais pas quoi. Et puis donc, il a pris la défense de Chakib Khalil. Certainement, on connaît exactement les relations entre Chakib Khalil et Ouyahia. Il y a des relations même de jalousie. Mais dans des moments de Chita, donc on essaye un petit peu de recomposer une alliance. De Chita à l'endroit de qui? À l'endroit de Saïd Bouteflika, qui voudrait bien que Chakib soit son homme lige? Si je nous la sociométrie des esclaves un petit peu... il n'est pas à la deuxième place, esclave. Donc, si on prend la formule de Malcolm X, les esclaves de la maison, il n'est pas en deuxième place. Il est à peu près en troisième place, il est dans le sous-sol. C'est justement, c'est créer des alliances interesclaves, tout simplement, pour se consolider. C'est ça, c'est la seule lecture. C'est la seule lecture. Parce que lui-même, il était contre même... Ouyahia, il était contre même le Idjizi, il était contre même Orascom dans la société mixte Sonatrach à Oran. Donc, c'est un repositionnement, c'est une hypocrisie, et c'est comme ça. Donc, je peux résumer que réellement, ça évolue en deux couloirs, et voilà que quelqu'un qui essaye un petit peu d'appeler une certaine alliance en disant bien sur Chakib Khalil, mais c'est la lecture, il n'y a pas de lecture politique. C'est un clan qui est façonné comme ça, qui a une sociométrie bizarre, dont la fonction essentielle n'est pas la politique, mais la manœuvre tout simplement, et la rapine, la rampe, ils sont bien téléguidés par la rampe de lancement exactement du pouvoir, c'est voler, c'est continuer d'occuper l'espace, et c'est dans ce contexte que Ouyahia agit. Laissez-moi terminer un petit peu. Je peux terminer. L'arbitre Zouémia. Dans ces eaux-là, nous savons bien que rien n'est gratuit, rien n'est fortuit, il n'y a pas de hasard. Pourquoi Ouyahia parle de l'innocence de Chakib maintenant? Est-ce que cette option de Chakib qui semble avoir été écartée serait toujours à l'ordre du jour? Est-ce qu'il est vrai que Saïd Bouteflika n'a qu'une seule chance de pouvoir garder le pouvoir, c'est de placer Chakib Khalil? C'est le seul qui pourra lui donner des garanties de continuer à tirer les ficelles derrière une façade présidentielle. Vous pensez que Chakib Khalil serait toujours d'actualité, l'option? Oui, il est d'actualité, mais on peut pas dire que Chakib Khalil va être nommé ministre, va être nommé quelque chose dans le gouvernement, c'est impossible parce que le statut de son épouse déjà qui est étrangère, et son statut lui aussi, il y a de l'opacité sur son statut. En 2002, il n'était pas citoyen américain, mais actuellement, il est citoyen américain. Certainement, il s'est rattrapé à travers un statut en vue de se consolider. On nous confirme, l'arbitre Zouémia, qu'il n'est pas américain, qu'il a une seule nationalité algérienne. Chakib Khalil, et que ce seraient les Américains qui lui auraient conseillé de ne pas prendre la nationalité américaine pour faire de lui le président de l'OPEP. On ne peut pas faire le président de l'OPEP d'un Américain, puis ministre algérien du pétrole, de l'énergie, puis peut-être président. Donc il ne peut pas être américain. Ce n'est pas dans son intérêt ni celui des Américains.
j'ai pas, si Ben Chernef, on ne partage pas cet avis parce que je ne peux pas façonner un élément politique de cette manière-là, y compris son histoire sur la tête de l'OP, parce qu'il était attaqué en justice par Fearns and Something à un moment donné en 2002. Je ne pense pas que c'est cette lecture-là qu'il y a des Américains et c'est qui les Américains, c'est qui l'OP. Donc, Monsieur Chekib Khalil s'est déplacé à la honte. Il se déplace dans certains pays. On ne peut pas aller à chaque fois on ne peut pas à chaque fois utiliser le passeport pour se déplacer, c'est impossible. Il a un statut aux États-Unis, à moins qu'il ait notre passeport britannique ou français, mais il a un statut. Il a un statut étranger. Actuellement, il a un passeport étranger. On ne peut pas dire le contraire. Il n'y a pas d'Américain là-dessus. Mais au sein du pouvoir, comme le pouvoir, Bouteflika lui-même, il est dans un délabrement moral avancé. Donc, ils ont ruiné le pays. Certainement, on essaye de déterrer certains fichiers anciens en optant pour certains analyses et thèses, comme celle de Benach Mourad, aussi, même s'il est loin, Chekib Khalil, aussi, il y a certaines personnalités un petit peu qui essayent de rejouer, y compris ceux qui ont fait la lettre, les deux personnes, excepté Elia Abdelnour, y compris Ben Gilles et Hatal Karahimi. Donc, y compris même le silence de Ben Flis. Donc, il essaie un petit peu de trouver un modus vivendi, comme c'était des copains d'avant. Les seuls copains, les copains, c'est tout. Moi, toi et les autres, et celui qui est devant toi, ou Benouer qui est parti, ça fait longtemps, nous ne sommes pas leurs copains. Ils sont copains, ils peuvent se restructurer, tout simplement. C'est la sociométrie légendaire algérienne d'un pouvoir mafieux, corrompu. Restez avec nous, l'Arabie Zoémia, je reviens à vous dans un instant. Fatih Ben Dali, au sujet de cette dégradation de la chose politique, quand on jauge nos hommes politiques à l'aune de leurs déclarations, quand on entend un Ouyahia dire publiquement dans une chaîne de radio très écoutée qu'il est très fier de son parti politique puisque les élus du RND, il n'y a que 200, il a dit ça, hein, il n'y a que 200 élus du RND qui ont été poursuivis en justice pour malversations diverses, corruption, etc. Vous imaginez un peu quelqu'un qui est en même temps chef, Premier ministre, président d'un parti, qui se dit très fier que ces élus, les élus de sa formation, qui ont été inquiétés par la justice, ne sont que du nombre de 200 seulement. Oui, il a aussi, si vous permettez, il a dit autre chose là, dans une déclaration que j'ai vérifiée juste avant. Et quand il a été interrogé sur la corruption, oui, de manière générale, il a dit que la corruption est répandue à plusieurs niveaux dans le pays. Et donc, par quel Saint-Esprit les oui, élus locaux auraient échappé à cela. Absolument. Ça veut dire qu'à la fois, il reconnaît, ouais, ça, à la limite, on peut le comprendre, mais il n'est pas étonné, il n'est pas outré, il n'est pas... C'est dans l'ordre des choses. Gêné, la corruption est normale. Tellement ouais, la corruption est devenue quelque chose de banal, quelque chose de systémique. Voilà. Alors, c'est pas étonnant qu'il ait cette attitude-là. Maintenant, pour revenir à Yahya vis-à-vis de sa position actuelle, tant sur la diplomatie, où on peut encore revenir en quelques mots, mais de manière générale, on peut trouver beaucoup de qualificatifs sur le personnage de Yahya, sauf quelqu'un de principe, sauf un homme qui a des principes et qui ne déroge pas à sa trajectoire, à moins que sa trajectoire soit celle d'obéir aux ordres et d'être l'exécutant d'un système au profit de ses ordonnateurs. Tout le reste, il est capable du jour au lendemain de prôner une chose et le contraire le jour même. Il est très à l'aise. Il est très à l'aise, avec une telle arrogance et une telle suffisance qu'il déséquilibre et qu'il déstabilise celui qui est en face de lui. Mais c'est dans ses gènes, on dirait. Vous l'avez entendu quand il a dit « nous sommes un carteron de... » C'est incroyable. Est-ce qu'il ne connaît pas le sens de carteron? Carteron, c'est un mot très péjoratif. Absolument. Qui désigne un groupe très louche, très trouble de personnages. De Gaulle l'avait dit, un carteron de généraux, parlant des généraux d'Alger qui ont voulu. Mais lui, il a dit, tout seul, il a dit, nous sommes un carteron de partenaires. Alors, soit il ignore l'histoire, ouais, soit il ne sait pas ce qu'il dit. Ou alors la vérité sort de la bouche des politiciens. Peut-être, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'il ait le même sort que les carterons. Ouais.
Voilà. En tout cas, moi, j'ai été sidéré. Sur le volet diplomatique, et c'est bien qu'on en parle, parce qu'effectivement, M. Benouari avait dit que c'était un sujet qui n'est pas toujours d'actualité, mais c'est important. Oui. Parce que l'Algérie ne vit pas toute seule dans un environnement et dans son espace isolé. Elle vit avec ses voisins. Et vous l'avez bien rappelé que quand on insulte ses voisins, on n'a plus rien à faire que se recroqueviller sur soi-même et de vivre en autarcie, chose qui n'est pas possible dans l'ère de la mondialisation. Quand on voit que la diplomatie, c'est avant tout une question d'influence, elle peut être monétaire, financière, mais aussi par la parole. Un diplomate, il a avant tout la parole. Oui. C'est quand on serre la main dans un acte diplomatique ou dans une convention qu'on a conclue avec nos partenaires, eh bien, on s'y tient. Comment voulez-vous avoir une crédibilité? On dit agir avec diplomatie. Absolument. Ça veut dire même dans le pire des cas, rester correct, élégant, tout à fait. soft. Même si derrière, il y a tout un équilibre de pouvoir. Absolument. Il ne faut pas être dupe pour l'occulter. Mais être diplomate, c'est d'abord respecter celui qui est en face, oui, et trouver un compromis. Comment voulez-vous que notre chef de gouvernement ou notre chef de la diplomatie, Msahel en l'occurrence, soit crédible demain quand ils seront dans une tribune internationale et faire leur discours devant le phénomène qu'on a vécu épisode après épisode cette semaine, avec des insultes vis-à-vis des voisins, oui, et vis-à-vis de tout le Maghreb. Alors qu'on a raté, il y a quelques décennies, peut-être 20 ou 30 ans, on a raté, j'estime, qu'on a raté notre rendez-vous avec l'histoire d'influence de l'Algérie vis-à-vis de l'Afrique. Oui. Et pour l'avoir vécu personnellement dans le monde professionnel où j'ai vécu plusieurs années en Afrique, je peux vous dire que nos voisins marocains qu'on est en train de critiquer, oui, ça fait 30 ans qu'ils ont labouré le terrain de la diplomatie et de l'influence africaine. Et si aujourd'hui ils sont arrivés à ce niveau-là d'influence, de présence et de réussite, il ne faut pas le cacher, oui, réussite diplomatique, réussite économique, oui, réussite scientifique, technique à tous les niveaux. Alors qu'ils sont loin d'avoir nos ressources et nos moyens. Bien sûr, très loin. Très loin. Mais ils ont réussi, parce qu'ils ont su... Et c'est pour ça qu'il leur en veut, Msahel. Être présent. Msahel ne leur pardonne pas d'avoir réussi ce que lui n'arrive pas à réussir. Mais qu'il en tire conséquence. Oui, c'est comme ça. Chacun réagit selon ses... Je peux prendre en 2 mots 2 exemples. Si on fait la comparaison de la flotte aérienne d'Air Algérie, oui, qui était maintenue du temps de Boumedienne et qui est restée bien longtemps, en desservant un bon nombre de pays africains, on peut le comprendre, et c'était à juste titre à l'époque, de maintenir cette flotte et ces vols. De mémoire, il y avait au moins 5 vols hebdomadaires, oui, qui desservaient l'Afrique subsaharienne, en moyen d'influence. Oui, parce que ça permettait de désenclaver ces pays-là, de l'ouvrir une passerelle vers le nord et vers l'Europe. Et d'ouvrir des routes commerciales. Mais cette influence qui était louable au départ est devenue une catastrophe par la suite. Des avions qui partent à 5-6 passagers. Comment voulez-vous qu'une compagnie soit rentable, qu'elle puisse tenir, oui, avec des vols quasi vides, oui, avec des frais aussi, parce que les équipages qui doivent rester sur place, etc., etc. On pourrait développer davantage, mais juste pour vous dire que ce parallèle, il est à l'image de tout le reste. Comparons ce qu'a fait Air Algérie, malgré son antériorité, oui, oui, dans cette région d'Afrique, ouais, par rapport à la Royal Air Maroc, et on aura tout compris. Oui, on a raté notre rendez-vous avec l'histoire africaine. Alors, Ali Benouari, au sujet de cette histoire toujours de M. Ouihia, qui se substitue à la justice et qui attaque la justice algérienne pour avoir fait subir à Chakib Khalil une injustice. Hein, ce sont ses propres termes. À votre avis, la question que j'ai posée tout à l'heure à l'Arbi Zouaïmiya, est-ce que l'option Chakib Khalil reste toujours possible? Oui, je suis d'accord avec l'Arbi Zouaïmiya, que je salue au passage. Je suis totalement d'accord avec son point de vue. L'option est plus que jamais valable, bien sûr, parce que quand on regarde autour de Bouteflika, on s'aperçoit que
Les principales cartes, ils les ont utilisées. Elles sont usées jusqu'à la corde. La tentative de réhabiliter Cheikh Khalil, qui est passé par son retour rocambolesque, son départ rocambolesque et son retour sous les trompettes des Zaouïas, la visite des Zaouïas, etc., était un indice. On ne peut plus parler. Le fait qu'on en reparle aujourd'hui en pleine crise montre qu'à l'évidence, il mise sur lui. Maintenant, il faut le blanchir, bien sûr, de ce dont il a été accusé. Mais pourquoi le blanchir Le blanchir parce pourquoi que les accusations qui pesaient sur lui sont non seulement graves, mais il a fait de la prison. Les rapports du DRS... comment il a fait de la prison? Il n'a pas fait de prison. Il a fait 28 mois de prison. Pardon, je confonds avec Ould Khaddour, oui. Dont il a été le chef direct. Il a été inculpé, enfin un mandat d'arrêt a été lancé contre lui, les chefs d'accusation ont été rendus publics et mandat d'Interpol a été lancé contre lui. Bien sûr. Donc je souscris à cette thèse, faute de cadres, de cadres qui ont qui sont connus à l'international, qui sont américains ou en tout cas très très proches des Américains. Et la tentation est grande de l'utiliser qu'auparavant, comme ils ont utilisé Abdelaziz Bouteflika, il leur faut quelqu'un d'autre qui joue ce rôle. Que ce soit Yahya qui le dise, ou Yahya médiocre et incompétent comme tous les gens, comme tous les cadres du système, absence totale de principes et de scrupules, antinational. Voilà les trois critères. Le sort du pays ne les intéresse pas, c'est pour ça que je dis c'est des antinationaux. Le plus brillant d'entre eux, c'est Yahya. C'est-à-dire que celui qui est le plus incompétent, c'est lui, il l'a reconnu d'ailleurs. Celui qui a le moins de scrupules, c'est lui. Et celui qui s'en fout royalement de l'économie et de ce qui peut arriver au pays, c'est lui. Donc aujourd'hui, on l'utilise pour la énième fois, mais en espérant probablement que ce sera pour la dernière fois. Mais lui est en train de dire que c'est vous tous qui avez estimé que le recours au financement non conventionnel à la planche à billets, pour l'appeler par son vrai nom, c'est vous qui avez tort, qu'il n'y aura pas d'inflation, ni à un chiffre, ni à 2, ni à 3, ni à encore moins à 4, et que ça va très bien se passer, et que dans moins d'1 an et demi, la situation reviendra à la normale. C'est lui qui le dit. Bien sûr, on peut le croire, n'est-ce pas? Et c'est un personnage très crédible qui nous a promis monts et merveilles depuis plus de 15 ans. Il a promis que l'Algérie serait un pays prospère et développé. Et on voit le résultat. Il reconnaît lui-même qu'au mois de novembre, on n'avait pas de quoi payer les salaires sans la planche à billets. Donc il est le plus mal placé pour critiquer les économistes algériens qui ont au moins le mérite d'être des experts dans leur domaine. Alors, quand Ould Abbas affirme avec force que le futur président sera du FLN, quel qu'il soit, il sera du FLN. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce curieux message? Moi, je ne vois pas les choses comme vous. Je ne crois pas qu'ils défendent le FLN. Le système s'en fout royalement que le président soit issu du FLN, qui est un non-parti, ou du RND, qui est un non-parti. Tous ces partis ne sont que des paravents. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est simplement qu'en 2019, ce sera eux, le clan, qui désignera le futur président. C'est cela qu'il faut retenir. RND, FLN ne sont que des sigles. En tout cas, c'est mon avis. Restez avec nous. Ali Benoît, je reviens. Vous voulez dire quelque chose? Au propos du FLN, enfin le futur président sera FLN ou ne le sera pas, c'est aussi faire appel à l'inconscient collectif populaire pour dire que le FLN historique qui a libéré le pays, qui a régné jusque-là, continuera malgré tout à garder le pouvoir. C'est aussi lancé dans l'imaginaire et dans le subconscient que le FLN est toujours là. Oui, mais au nom de quelle logique il le dit, puisque les dernières élections, les législatives, le chiffre réel est de 10% de participation. Celui qu'ils ont donné, eux, gonflé et tout, il n'arrive pas à 25% de l'électorat. Ça veut dire qu'il a été boudé par au moins les 3/4, si ce n'est les 4/5e de l'électorat. Au nom de quoi il arrive comme ça, plein de suffisance,
le président sera du FLN. Au nom du populisme, tout simplement. C'est incroyable. On n'est pas dans une lecture rationnelle, dans une lecture objective, dans une lecture critique d'une situation à laquelle on doit répondre et donner les bonnes solutions. Il est tout simplement dans un registre de populisme. Nous allons écouter justement Haddad, Ali Haddad, pour changer un peu de registre, qui est l'un de les seuls qui s'expriment en ce moment, qui sont relayés très abondamment par la presse, par toutes les chaînes de télé, sont Walid Abbas, Ouyahia et Ali Haddad. Nous allons écouter quelques extraits. Il y a quelques mois, nous avons été victimes d'une cabale. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas ne pas l'évoquer. D'une cabale dont les instigateurs ont essayé de nous présenter comme des prédateurs. Je dis bien prédateurs. Et nous collons tous les mots. Mais je peux le dire ici, en votre présence, le prédateur, c'est lui, c'est pas nous. Le prédateur, c'est lui. Je le dis bien, c'est lui, c'est pas nous. Nous, on est travailleurs, on est des travailleurs, on se lève. L'Arbi Zouaimia, c'est quand même incroyable quand je disais que la guerre des clans descend dans la rue. Vous imaginez le patron du patronat dont tout le monde sait qu'il a été imposé au patron par Saïd Bouteflika, qui réussit à chasser un Premier ministre, parce que ce Premier ministre lui était hostile, non seulement qu'il réussit à le chasser après seulement 10 semaines de présence au gouvernement. M. Tebboune a été nommé 10 semaines, puis limogé d'une façon absolument humiliante. Et maintenant, après qu'il l'ait chassé, il arrive officieux dans une rencontre très officielle où il y a des ministres, où il y a des étrangers, où il y a des journalistes, et il s'attaque à lui, il dit le prédateur, ce n'est pas nous, c'est lui. Et la suite de ce discours, il dit même, allez le voir, il est toujours au Club des Pins. Vous imaginez un peu l'Arbi Zouaimia. Là, si jamais, peut-être je peux expliquer le personnage. Il a l'air que, comme s'il s'est sauvé d'un asile psychiatrique. Le personnage, je peux l'expliquer, mais l'argent, je ne peux pas l'expliquer. De voir quelqu'un, déjà on connaît son histoire à Détroit, il disait n'importe quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de Quarteron, je pense. Carteron. Nous sommes, Carteron, c'est voilà. qu'il a dit, nous sommes un carteron de partenaires politiques ou je ne sais pas quoi. Oui, il a dit, nous sommes un carteron, alors que carteron, c'est un mot qui a une connotation très péjorative, toujours. Je pense, non, en vérité, c'est un quatuor. C'est un quatuor qui est en train de jouer pour les Algériens la musique mortifère. Le quatuor est composé, lui déjà, comme un condensat. Parfois, c'est un condensat qu'on enfuit dans le sous-sol et puis, à un moment donné, ça sort ce condensat où il tarche. Donc, mais c'est le bavardage continu. C'est le genre d'osmose qui va s'opérer le RND et le FLN, on le voit. Donc, c'est ce condensat. Le deuxième, c'est la claque. Donc, c'est la claque et la rente syndicale représentée par Saïd, comme il s'appelle, le gars du syndicat. La troisième, c'était Hurlu-Berlu qu'on vient de voir. Et le chef de bataillon qui est Saïd Bouteflika. Donc, c'est un quatuor. Donc, c'est un quatuor de musique lugubre qui est en train de programmer les mathématiques funestes à ce pays. Je voudrais tout simplement revenir à Benouari, parce que Benouari, c'est un cadre, il a l'expertise. Je compte toujours en américain et en anglo-saxon. Donc, un gouvernement, c'est une expertise. Et composé de gens qui ont une expertise. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question à un pays. C'est pas autre chose. C'est pas de la narration, c'est pas de la philosophie. Même Platon a posé sur son académie, sur le fronton de son académie, celui qui ne connaît pas la géométrie n'entre pas ici. M. Benouari, c'est un cadre valable. Et je suis vraiment désolé. Je sais pertinemment que c'est Ouyahia qui a donné les informations, l'explication des Panama Papers, parce que Panama Papers, il y a l'information qu'on puisse, et on donne aux gens, certains journalistes qui représentent presque la planète, de donner une explication à ces montants. Et l'explication, donc le coup est venu du clan de Ouyahia contre Benouari. Je suis sûr et certain
par ghira, par jalousie. Vous savez qu'il y a un petit peu un problème entre certains cadres de l'École nationale d'administration et certains technocrates comme Ben Nouari ou Ben Bitour, ou des gens qui peuvent apporter une réponse économique, bancaire, en matière d'investissement, en matière de délocalisation. C'est ça les vraies questions, c'est ça les vraies réponses à un pays. Et je suis obligé de vous interrompre, Larbi Zouaimia, nous arrivons à la fin de l'émission et nous devons passer un petit extrait de quelque chose. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une épidémie, plus, d'une pandémie de chitalose. Nous allons vous montrer quelques images. Je m'excuse d'avoir interrompu Larbi Zouaimia, de ne pas revenir à Fethi Bendali Ali Benouari, que je remercie en même temps que Larbi Zouaimia. Je vous laisse regarder. مجهودات كبرى يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص الاهتمام بالشباب، وكذلك نجاحه الباهر والكبير في صنع ملحمة المصالحة الوطنية. التقى شباب الجزائر اليوم لمختلف 13 ولاية بالإضافة إلى قدماء كرة القدم الجزائرية، ولي وهران رئيس المجلس الشعبي الولائي والممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية باش يحضر معنا اليوم التكريم نتاعو ويتسلم هذا وسام الاستحقاق. بارك الله فيك فخامة رئيس الجمهورية سيد بوتفليقة، وان شاء الله الصحة والعافية، وان شاء الله دائما تبقى في خدمة الجزائر. نقول لك مرة أخرى بارك الله فيك وتحت تصفيقات الحاضرين. ربي يخلينا عبد العزيز بوتفليقة. Fethi Bendali, vous vouliez réagir, vous avez 15 secondes. Ça sera beaucoup moins que ça. C'est une illustration, encore une fois, du langage populiste, j'allais dire, dans son sens le plus néfaste et le plus médiocre. On parle encore de la jeunesse, vous avez vu qui est autour de la table, et on n'est même pas capable d'organiser... Il y avait le ministre en short, un ministre et le wali. Oui, la jeunesse, on ne la voit pas. Oui. Et où est le résultat de la préoccupation de la jeunesse algérienne? Voilà. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie, chers amis, d'avoir suivi. Merci à vous.